Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Cuisinier occultiste. Cette histoire se déroule dans une ville de la région de l'Adamawa au Cameroun. C'est l'histoire de deux cuisiniers qui avaient des profils presque identiques, où le plus ancien était gros, mais sa grosseur n'était pas proportionnelle au poids de son corps, tout simplement parce qu'il avait un énorme ventre. Donc, à peu près comme une grossesse de 14 mois, tel détaillé dans le film de DMG TV dernier. Mais le second était gros, mais sa grosseur était proportionnelle au poids de son corps. Au fil du temps donc, comme moi j'étais gérant d'une salle de jeu dans les parages, ces cuisiniers-là qui étaient donc voisins, moi je me plaisais plus à manger chez le gros proportionnel. Mais le gros ventru a commencé à fermer les portes de son restaurant pour fonctionner en mode privé, c'est-à-dire il prenait les commandes et il s'enfermait dans sa cuisine à l'abri de tous les regards pour y faire les repas commandés. Voilà donc au fil du temps, il a donc convaincu son voisin de restaurant d'adhérer dans une association afin d'avoir plus de gains, afin d'avoir des prêts d'argent, afin d'avoir telle ou telle chose pour émerger tel que lui. Parce que franchement, lui, le ventru était déjà à un niveau où il ne fonctionnait que par commande. Tu peux lui voir faire une seule commande par jour, mais il avait un argent fou. Bon, mais ce qui a vraiment intrigué, ce qui a été vraiment lamentable, c'est qu'un bon matin, on a retrouvé son voisin dont il avait invité à entrer dans leur association, tout simplement mort. Mort comment? Mort par pendaison. Il avait accroché une corde autour de son cou, ainsi que sur un arbre, et il avait sauté. C'était ainsi qu'il s'était donné la mort par pendaison. Mais là, avant de mourir, il a rédigé une lettre. Et qu'est-ce que disait la lettre? La lettre disait simplement que voilà, c'est mon voisin tel dans le ventru qui m'a amené dans une association, et là-bas m'a fait un gros prêt d'argent que actuellement je suis incapable de rembourser. Et vu les conditions, moi, je préfère me donner la mort que de faire subir le calvaire à mes proches. Parce que eux, ils ne sont pour rien. Et si je cherchais cet argent-là, c'est par rapport à ma petite famille, à mes enfants, à ma femme et consorts, à tout mon entourage familial. Et il a ajouté dans sa lettre que le monsieur-là même, dans le ventru, le cuisinier ventru, est déjà à une position, donc à un niveau supérieur, de telle sorte que sa cuisine dont il fait à l'abri des regards, c'est tout simplement que là, il utilise l'eau des cadavres pour verser dans ce repas. Et ensuite, il utilise en même temps la matière fécale, dont après avoir déféqué, il prend donc ces ingrédients nocifs là pour faire son repas afin d'envoûter les uns et les autres, au même titre que ses urines. Et son ventre, donc vous voyez son ventre qui est vraiment énorme,
figure, donc demeure dans son ventre. Dans son ventre, c'est la chambre d'un énorme python. Un python qui sort là et il vomit des ingrédients aromatiques pour qu'il injecte dans ses repas afin d'envoûter tous les gens qui lui passent les commandes et tous les gens qui viendront se restaurer à son niveau afin que vous soyez vraiment indépendant, donc vous ne pouvez vous en passer de sa cuisine. Donc dès que vous avez petit argent, vous ne pensez qu'à vous restaurer chez ce monsieur-là en question. Donc famille DMG, voyons comment l'être humain est méchant en réalité. Ce monsieur, je vous dis franchement que lui il est là, il ne se gêne de rien, puisque comme j'ai essayé de faire comprendre et j'essaie tout de faire comprendre à la famille DMG, la sorcellerie n'est pas quelque chose qu'on va se lever et aller dire que telle personne a fait telle chose à l'autre. Il faut prouver. Il faut prouver et tu ne peux qu'être sorcier et être dans le mystique pour prouver. Donc si vous ne pouvez pas prouver la sorcellerie, pardon, observez à vos yeux et remettez tout en prière. Ce n'est que la prière qui peut vous sauver des faits maléfiques, des faits sataniques, des faits diaboliques de certaines personnes de votre entourage, franchement. Donc le monsieur est là, il ne se gêne pas, il est là, les gens disent ceci, les gens disent cela à son sujet, il ne se dérange pas, il continue à vaquer à ses occupations, il continue à gérer sa cuisine, sa restauration en mode privé et en mode commande, comme il le fait tantôt. Et pour ceux qui vont se restaurer chez lui, tant mieux. Pour ceux qui ne vont pas, tant mieux également. Donc, famille DMG, tel peut-être que nous sommes obligés, par rapport à nos services et à nos secteurs d'activité, de manger à l'extérieur. Donc, je ne peux que recommander à la famille DMG de tout remettre en prière, franchement. Parce que sans la prière, on ne sait ce que nous, on consomme dehors par rapport à notre maison. Donc, famille DMG, je ne vais cesser de leur dire, restons en prière, franchement. Ceci dans le but d'avoir l'esprit de discernement. Parce que moi, à l'époque, malgré que celui-là était plus ancien et il avait une bonne réputation, avant qu'on ne découvre ce qu'on avait découvert, ce monsieur-là, moi, je n'avais jamais l'esprit d'aller manger chez lui facilement. Moi, je mangeais toujours chez celui qui s'était donné la mort, franchement. Donc, moi, je préférais même la cuisine de ce dernier-là, par rapport à la cuisine du ventru en question. Et comme moi, je n'ai pas souvent la chance de vivre et d'aller jusqu'au terme de certaines histoires dont j'ai vécu dans le passé, j'avais quitté le secteur et je ne sais ce qu'est devenu ce monsieur-là. Si, après avoir été dénoncé au grand jour, s'il avait eu simplement le salaire de ce qu'il méritait, c'est-à-dire la mort, puisque dans toutes ces choses-là, c'est toujours comme ça qu'on finit par y passer, tel qu'on le fait subir à certaines personnes. Donc, famille DMG, ce que je vous recommande une fois de plus, c'est de prier la divinité auquel vous croyez pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation, afin que vos passages ne soient inutiles sur cette terre. Bref, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous allez où on va se laisser baratiner pour simplement faire de la restauration en allant entrer dans l'occultisme et en faisant consommer des substances nocives venant de notre corps humain, telles que des sels, des urines, et j'en passe encore avec bien d'autres, tels que actuellement nous vivons ce genre de situation au Cameroun par rapport à la femme qui a uriné dans la marmite de coq. Donc franchement, famille DMG, vous voyez que ce genre de situation existe. Ce genre de personnes existent pour nous faire subir des choses à travers des repas à l'extérieur, hormis notre maison. Famille DMG, prière, 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 prière à Dieu, prière à la divinité dont vous croyez, tant que vous serez dehors en train de consommer des aliments d'un tiers. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo, Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être meilleur, c'est pour les deux mondes parasites, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée l'équipe des fétiches.
Cette histoire se déroule dans un village au Cameroun. C'est l'histoire d'une équipe de football qui remonte à 25 ans aujourd'hui, qui tenait à l'époque à remporter tous ces championnats et tous les tournois dont ils étaient confrontés. Et pour cela, ils ont donc décidé d'aller voir un féticheur pour qu'il leur remette un talisman ou des gris-gris afin d'aller envoûter les équipes adverses et de les gagner. Ce n'est pas que cette équipe-là était totalement faible. Cette équipe avait un jeu moyen, donc ça veut dire que quand ils rencontraient moins fort qu'ils le gagnaient. Mais ils voulaient plus, donc ils avaient les longs yeux, ils voulaient plus de succès, plus de victoires et être glorifiés en ces périodes-là. C'est donc ainsi qu'ils sont donc partis voir le fétiche, comme je disais tantôt, le féticheur, comme je disais tantôt. Le féticheur les a donc remis des talismans, des gris-gris, notamment au capitaine et à ceux qui étaient présents. Comme je vous dis toujours, dans une équipe, il y a l'équipe. Donc, cette équipe de football a été divisée en deux. Donc, il y avait un clan qui était avec le capitaine et le coach et un autre clan que cela ne se doutait pas de grand chose et ils venaient là, ils faisaient l'entraînement. Si on les sélectionnait pour jouer, ils jouaient. Si on les mettait au banc de touche, ils s'arrimaient à ça. Comme je disais donc tantôt, le féticheur les a donc remis le gris-gris et il leur a demandé d'aller essayer. Mais que le seul conseil qu'il peut leur donner sur ces gris-gris, ces talismans-là, est que ça se nourrit de l'esprit des morts. Voilà donc ils ont donc noté, ils sont donc partis. Et c'est comme ça qu'ils ont donc commencé à jouer. Ils rapportaient des tournois, ils remportaient des trophées comme ils souhaitaient. Ils trouvaient même une équipe qu'on était sûr que l'équipe, ils ne pouvaient pas battre l'équipe. Mais ils réussissaient quand même à marquer peut-être un but à cette équipe-là. Et dès qu'ils marquaient un but à cette équipe, l'équipe allait tout faire. L'équipe qui était supérieure à eux là, allait tout faire. C'est poteau par-ci, c'est ceci, cela. C'est que telle personne derrière qui va se blesser jusqu'à ce qu'ils perdent le match. Et c'était comme ça que l'équipe de fétiche remportait. Voilà donc les saisons sont passées. Plusieurs saisons sont passées. Ils sont restés dans ça. Ils ont oublié le féticheur qui leur avait dit de revenir pour qu'il leur donne les modalités et il leur donne vraiment la conduite à tenir avec ce fétiche-là. Ils se sont rappelés que le féticheur leur avait dit que le fétiche se nourrit de l'esprit de mort. Ils ont donc eu la présence d'esprit que l'esprit de mort, où on peut trouver l'esprit de mort, ce n'est que dans des cimetières. C'est donc ainsi qu'ils avaient décidé de commencer à aller s'entraîner de nuit avec un ballon et avec ces fétiches-là dans le cimetière. Et quand ils faisaient ainsi, ils ont donc continué à jouer et ça a nourri le fétiche parce que, laissez-moi vous dire que le fétiche, ça baissait déjà. Quand ils ont décidé d'aller nourrir le fétiche, c'est parce qu'ils voyaient que leur niveau baissait déjà, donc leur victoire baissait déjà. Ils n'arrivaient plus à gagner, pas de large score. Ils gagnaient difficilement. Des fois, ils faisaient même des matchs. Ils ont compris que le fétiche avait perdu sa puissance. Ils se sont rappelés, comme je disais tantôt, de ce que le féticheur les avait dit, de nourrir le fétiche avec l'esprit de mort. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le féticheur les avait dit de revenir aussi. Donc, néanmoins, ils ne voulaient plus rentrer sur le féticheur, quoi. Donc, ils ont voulu duper le féticheur en quelque sorte. Ils se sont souvenus seulement que le féticheur a dit que nourrir avec l'esprit de mort. Ils se sont focalisés sur ça, ils sont partis. Bien sûr, ils ont commencé à nourrir le fétiche avec l'esprit de mort, mais ils ont oublié qu'il y avait d'autres modalités que le féticheur ne les avait pas dit. Le féticheur n'avait pas encore dit que c'était sauf quand ils allaient repartir que le féticheur allait bien les expliquer ça. Chose qu'ils n'ont même plus voulu savoir parce qu'ils ont voulu duper le féticheur comme je disais tantôt. Voilà donc ils finissent donc de faire ce qu'ils font là. De temps en temps, ils vont au cimetière, ils jouent, ils remportent, ils nourrissent le fétiche. Le féticheur a donc su cela, comme c'est un spirituel, il a su cela. Il a donc commencé à les apparaître en songe. C'est où un de ces quatre, ils ont tous fait le même songe. Ils viennent donc, ils se retrouvent, le groupe, notamment le groupe qui connaissait, qui gérait le fétiche. Ils disent que mais le capitaine prend la parole, il explique que voilà ce que le rêve dont j'ai fait la nuit. Le féticheur est apparu, il m'a menacé que je vous avais dit de revenir avec mon fétiche ici. Vous ne voulez pas, vous essayez de me duper, vous partez nourrir le fétiche au cimetière, oui, mais est-ce que vous savez que les victoires, les succès que vous avez là, est-ce que vous savez que tout ça a un prix? Vous croyez que vous allez être glorifié comme ça, vous allez être passé des moments de gloire, aller de succès en succès, remporter des trophées, des tournois, des championnats, tout ce que vous souhaitez, sans faire de sacrifices, sans donner la contrepartie. Là, vous vous trompez. Et comme vous avez décidé de me duper, on verra donc, vous verrez ce qui va vous arriver. Voilà donc
Ils sont donc là un jour, ils ont fini de causer de ça, ils ont fini de causer ça, ils ont fait table rase, ils se sont dit, ah, peut-être c'est un simple rêve, patati patata. Ils ont négligé. Ils sont donc sur un stade de football un jour, sur l'air de jeu en train de jouer un championnat. Voilà donc que subitement, la foudre vient, la foudre frappe. La foudre frappe là. Ils tombent. Tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui savaient que l'équipe avait le fétiche sont tombés. Même le coach qui était là-bas au banc de touche est tombé. Il tombe là, il commence à agoniser. Quand on vient vers le coach et certains joueurs, ils disent que le voilà d'où va donc, il voyait dans le féticheur. Le voilà qui est venu avec la foudre pour nous frapper. Voilà. Parce que voilà, ils ont donc commencé à se confesser. Quand peut-être quelqu'un parle là-bas sur un joueur qui est en train de se tour de douleur, qui est en train d'agoniser, il lui dit, il se confesse. Le coach s'était confessé, c'était comme ça que l'histoire que je vous relate là a été mise à la connaissance de qui voulait bien en savoir plus, qui voulait l'entendre quoi. Donc famille DMG, priez, comme je dis toujours, restons en prière pour nos gens, nos personnes qui font dans ces secteurs professionnels là. Parce que franchement, de nos jours, ce n'est plus comme à l'époque. Parce que ceux de l'époque quand même, vous voyez que c'est récurrent, ce genre de phénomène là. Que peut-être un joueur comme ça en train de jouer au stade, boum, il s'écroule là, il tombe, il meurt. Tel autre joueur. Alors pourquoi posez-vous la question qu'autant peut-être des Maradona, des Pelé et consorts là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça autant d'avant. Parce que maintenant, beaucoup de joueurs professionnels là trempent la main. Notamment, vont chez des féticheurs, vont dans l'occultisme pour être des grands joueurs, être des stars aujourd'hui. Pas seulement aussi dans le domaine du football, même dans le domaine peut-être de la musique, il y a beaucoup de domaines. Domaine de la musique, domaine de domaine, même dans nos lieux de service. Comme je dis toujours, il y a toujours des gens parmi des gens qui essaient toujours de faire quelque chose. Toi, tu parles là-bas simplement avec ta simple chance que bon, c'est Dieu qui m'a donné, mais l'autre, lui, il est là, dans le même domaine que toi. Lui, il est là en train de faire ses fétiches, en train de faire son occultisme pour garder sa place. Donc, famille DMG, le monde ici est divisé de deux clans. Comme je dis toujours, le monde visible, le monde invisible. Donc il y a deux clans. Moi je viens là simplement par rapport peut-être à ma divinité, l'autre vient aussi par rapport à sa divinité, l'autre vient peut-être par rapport à son satanisme, l'autre vient par rapport à X ou Y, par rapport à tel génie. Ça c'est tout le monde qui sait. Donc prions seulement. Prions pour nous et prions pour nos gens qui ne s'en doutent de rien, qui peuvent se faire envoûter, qui peuvent se retrouver dans une situation qu'ils n'ont pas désirée. Bon, famille DMG. C'était donc ainsi que certaines personnes, pour un succès malveillant, ont perdu leur vie parce qu'ils voulaient simplement la gloire, ils voulaient avoir du succès devant les yeux des hommes, alors que tout ça est éphémère. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Salis de Paul, le guerrier de Dieu, depuis la ville de Kribo au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste enlevé pour les deux mondes parasites, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté de DMG. Moi, c'est un jeune Ivoirien. Je vais raconter mon histoire. Voilà. L'histoire s'intitule Le diable connaît les Écritures saintes. Voilà, parce que bon, moi, à la base, je me connais. Quand quelque chose ne va pas directement, sur moi, je le ressens, tu vois. Donc, j'étais là comme ça et puis mes affaires ne marchaient pas. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Donc, alors, j'ai décidé alors de pratiquer la recette. Il y a une recette là. C'est mon grand-père qui me l'a montré. Il y a une graine qu'on appelle les griffes de lion. D'autres appellent ça les griffes de sorcière. Voilà. Ceux qui en connaissent vont le reconnaître. Ceux qui ne connaissent pas, tapez sur YouTube ou sur Facebook les griffes de lion ou les griffes de sorcière. C'est une graine. Ça pousse généralement en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai acheté cela et j'ai écrasé. Et on mélange ça avec du beurre de karité. Tu vois? Donc, j'ai fait ce mélange-là la nuit et je me suis frotté tout le corps avec.
Donc, quand je me suis frotté tout le corps avec, je me suis couché. Et quand je me suis couché, j'ai fait le rêve. J'ai rêvé que j'étais au milieu, voilà, j'étais au milieu des gens, c'est-à-dire des vieilles personnes, surtout les vieilles personnes, euh, les vieilles femmes. Elles étaient horribles. Voilà, elles étaient très, très horribles à voir. Voilà. Donc, de ce fait, j'étais, bon, il peut dire que non, j'étais à la réunion, en fait. J'étais au milieu. Donc, j'étais en train de m'effrayer, de faire ceci, de lever la main, les visages. On ne peut pas regarder les visages deux fois. Voilà. Donc, comme moi, je suis un musulman, dans le réflexe, j'ai dû lire les sourates. Voilà. Surtout la sourate Wadduha. Voilà. Wadduha, la sourate Wadduha parle des orphelins. Voilà. Quand j'ai commencé à dire cela, Wadduha, Wallayli iza saja, ma waddaraka rabbuka wa ma kala. Quand j'ai commencé à lire cela en même temps. Genre, quand on regarde les films Ibo là, quand le pasteur prie ou bien verse de l'eau bénie sur les sorciers, le geste qu'ils font là, voilà, effectivement. Donc, ils ont commencé à se gratter, comme si on versait l'eau chaude sur quelqu'un, comme si on versait de l'eau chaude sur quelqu'un. Tu vois, là. Donc, ils sont tombés en même temps, par terre. Ils ont commencé à se gratter. Donc, quand j'ai vu cela, donc, il a changé en même temps de sourate. Il y a un verset, on appelle ça le verset du trône. Ça, tous les musulmans connaissent. Ça, c'est le verset qui protège notre monde, au monde des génies, au monde du démon. On appelle ça Ayatul Kursi. Voilà, généralement, tous les musulmans connaissent cela. Ça, c'est le verset de la protection totale. Voilà. Donc, il a commencé à dire ça maintenant. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Donc, tu vois, non? Quand il a commencé à dire ça, il ne fallait pas, voilà. Donc, ils se sont livrés en même temps. Donc, il y a une qui a dit que donc, tu penses que non, on ne connaît pas ça? Tu penses que non, on ne connaît pas ça? Tout ça dans le rêve, hein, que tu penses que non, on ne connaît pas ça. Donc, moi, ici, là, je suis concentré. Donc, eux aussi, ils ont commencé à lire cela aussi. Je vous assure, ils ont commencé à lire le verset du trône avec moi. Donc, c'est-à-dire que c'est un combat maintenant. Donc, au moment que moi, je suis en train de dire, eux, ils sont en train de dire. Donc, il y a d'autres aussi qui sont en train de me distraire. Ils mettent les yeux dans mes yeux, ils sont en train de foncer sur moi pour me distraire. Donc, il y a une partie, j'ai fait une erreur. Voilà, dès qu'il y a fait une erreur, eux, ils ont dit la partie là. Donc, ils ont commencé à me dominer. Tu vois, ils ont commencé à me dominer. Ils ont commencé à avancer sur moi. Donc, au moment où je vais reprendre le verset du trône pour pouvoir les atteindre, eux, ils sont déjà arrivés très, très loin dans le verset du trône. Tu vois? Donc, en même temps, je me suis réveillé dans mon sommeil. Et transpirant comme ça. Vous voyez? Donc, je me suis levé, je suis allé prendre l'ablution, je suis venu prier. Donc, moi, j'étais là. Et puis, il y a pris cette même astuce là encore. Et puis, je me suis frotté encore. Depuis là, bon, ça va un peu maintenant. Voilà. Mais ça marche un peu, tu vois. Ça marche maintenant. Sinon, ça n'a pas été facile. Donc, ça pour dire que non, nous sommes là. Le diable même connaît les versets coraniques. Le diable connaît la Bible plus que nous. Voilà. C'est ce jour-là, moi-même, j'ai confirmé cela. Voilà. Donc, c'était ma petite histoire. Merci bien. Likez, partagez et abonnez-vous à DMG TV. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens encore avec une seconde histoire. Mon histoire n'a pas de titre, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Mais avant de commencer, franchement, je tenais franchement à remercier DMG pour ce qu'il ne cesse de faire et de
dire à la famille de MG, franchement, que nous ne cessions de liker, de partager, de commenter, parce que franchement, nos histoires aident beaucoup de personnes. Alors, mon histoire d'aujourd'hui concerne le premier fils de mon beau-père. Ma mère, elle a eu à faire 3 gosses avec mon beau-père. Et avant d'être avec ma mère, il a eu à avoir un fils avec une femme dont aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble. Et ce dernier, il a toujours vécu avec sa mère. Et moi, dans tout ça, j'ai toujours vécu aussi avec ma grand-mère. Je n'ai pas grandi avec ma mère. Et il y a une époque où je me suis fatiguée. Je crois que j'avais encore 16 ans. Je me suis fatiguée. J'ai dit à ma grand-mère, mais je suis fatiguée de vivre avec toi. Je vais vivre avec maman. J'ai besoin de vivre avec ma mère. Donc voilà comment elle appelle sa fille pour dire, ta fille ici, elle boude, elle mange plus. Elle veut vivre avec toi et tout. Il faut déjà... Ma mère s'est dit, ah ok, t'as raison. Elle a parlé de ça à mon beau-père. Mon beau-père disait, non, mais il n'y a pas de problème. Elle peut venir. Mais je voudrais aussi que mon fils puisse venir s'installer avec ma mère. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont payé les billets pour nous deux. Pour ce dernier, je n'avais jamais eu à voir ce dernier. Et pourtant, d'après ce que j'ai appris après, que le petit et moi, on vivait dans la même ville. Parce que j'étais grande fille, il était petit, peut-être à l'époque, il avait quoi, 13 ans. Hein. On vivait dans la même ville, mais je ne connais pas. Moi, que ma mère m'expose de prendre, mais bon, voilà. Je vais l'attendre à l'agence et voilà, vous allez voir l'agence, vous allez venir ensemble. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a pris la même voiture. On est arrivé, ma mère était toute contente et tout, voilà quoi. Bien et tout. Et l'enfant en question, bon, voilà. Vous savez, il y a des belles-mères là, elle fait souffrir parce qu'elle voit que c'est pas son... Non, mais ma mère n'avait jamais marqué une différence entre le fils de son mari et ses enfants. Parce qu'avec mon beau-père, elle a eu à avoir 3 gosses, dont une fille et 2 garçons. Mais pour le 3e garçon, il n'était pas encore né, il était encore dans le ventre. Donc, on est arrivé et tout. Ma mère était toute contente. Elle a fait des achats pour son fils, pour son beau-fils, bien au calme. Chaque Noël, ils avaient à peu près les mêmes jouets. Elle ne marquait pas de différence entre les 2 garçons. On était là, c'était bien. Les vacances sont terminées parce qu'on est arrivé à une période de vacances. Elle nous a fait inscrire. On a commencé l'école. Et bim, les résultats scolaires ont commencé à sortir. Ma mère va récupérer les bulletins. Elle se rend compte que ses enfants, son fils, sa fille, il n'y a pas de moyenne. L'éducation a commencé à se dégrader. Ma mère me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas concentrés et tout? Mais le fils de son mari, par contre, il avait des bonnes moyennes, des bonnes notes et tout. Le premier était 3e, il vient à la maison, là, il saute. Ah, mais je suis la première aux mamans. Ma mère aussi, elle n'était pas triste parce que ses enfants qu'elle a eu à mettre au monde n'avaient pas de moyenne, elle était contente pour son beau-fils. Chose que d'autres, là, ouais, toi, tu as eu la moyenne, donc toi, tu gagnes à l'école des bonnes notes et tout. Et moi, c'est mes enfants qui... Non, mais ma mère ne faisait pas ça, en fait. Elle était toujours contente. Et ça s'est répété chaque année. Chaque année, chaque fin de trimestre, les résultats se dégradaient. Voilà. Les enfants étaient devenus totalement bêtes. Mais le petit, le fils de mon beau-père, intelligent comme quoi. Visage d'ange. Il avait franchement... Non, intelligent. Il était très intelligent, très respectueux, très serviable. Non, vraiment, l'enfant parfait. Ma mère ne soupçonnait pas les choses, rien du tout. Elle se disait, bon, je sais pas quoi. Alors que ce dernier était un petit vampireux. Ce dernier. Nous, on ne le savait pas. On a continué à enchaîner l'année scolaire. Tranquille. Voilà. Au point où ma mère était déjà fatiguée, même que non, mais je suis fatiguée d'aller récupérer vos bulletins. Vous êtes échoués. Moi, je ne prends pas les bulletins des échoués. Vous êtes des bêtes. Et pour une petite parenthèse, la famille. Nous qui avons des enfants, qui avons des frères et tout ça. Vous savez l'affaire de malédiction là. La langue qui bénit, elle peut maudire. Je vous assure que c'est vrai. C'est vraiment vrai. Parce que lorsque tu traites ton fils ou ton frère de bête, que toi tu vas jamais réussir, tu seras toujours bête. Je vous assure que ça prend effet. Donc,
Ma mère, à chaque fois, traitait les enfants de bêtes. Oui, vous êtes bêtes. Vous n'avez... Même les parents au village l'appelaient même peu pour demander les nouvelles des enfants parce qu'ils savaient que ceux-là, en fin d'année, on n'a pas besoin d'appeler. Ils sont échoués. Donc, on était là et tout. Donc, le mari de ma mère, il travaillait dans une autre ville. Et ma mère, lorsqu'elle avait des congés, elle allait voir son mari. Dans cette ville-là, elle me laissait avec les enfants. Elle me disait, comme tu es la plus grande, je vais laisser des sous et tout, faire des courses. Et tu vas rester à t'occuper de tes frères. Je dis, il n'y a pas de problème. Et c'est là où l'histoire commence. Un soir, je suis là, je dors 1h, 2h du matin. Ce dernier, il vient, il me cogne, le fils de mon beau-père. Il me cogne, coucou, coucou. Je dis, ah, c'est qui? Oh, c'est José. Je vais l'appeler José. Oh, c'est José. Je dis, José, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, non, je veux dormir avec toi parce que j'ai peur. J'ai dit, aïe, tu as peur? Oui, j'ai peur. Je dis, mais comment ça tu as peur? Tes frères dorment avec toi. Parce qu'eux, ils dormaient ensemble. Oh non, ils ne sont pas là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a personne comment? Il est 1h, 2h du matin. Tes frères vont aller où à 7h? Oh, il n'y a personne sur le lit. Je dis, aïe, comment ça, il n'y a personne sur le lit? Je dis, si tu ne dégages pas de ma porte, je sors là, je te frappe alors que je ne peux pas sortir. J'avais peur. Je suis obligée de dire à l'enfant que si je sors là, tu verras. Il s'est tué. Je ne sais pas s'il a dormi devant ma porte là-haut. Ou il est retourné dans la chambre, je ne sais pas. Le lendemain, j'expose le problème à l'enfant. Il me dit, non, qui, moi? Je ne suis pas venue te cogner, hein. Je n'étais pas connue. J'ai dit, ah, de m'attaquer. Ah, l'enfant est somnambule. J'ai dit que, ah, peut-être somnambulisme. Je fais que les somnambules, je ne sais pas. J'ai banalisé, j'ai laissé tomber. On était là, tranquille, tranquille. Ma petite soeur a commencé à tomber malade. On va à l'hôpital. Oh, il faut transfuser le sang. Poche de sang en mai. Maladie sur maladie. Elle aimait tomber malade. Dieu merci aujourd'hui parce que c'est plus le cas. Et ma petite soeur, elle était maigre. Comme quoi, tellement maigre. Mais on se disait, oh, c'est le corps, mais c'était trop, c'était vraiment étrange. Donc, nous, on n'a pas voulu aller chez les Noirs. On est plus resté à l'hôpital. On disait, ouais, ça va aller. Un moment, ça va. Après, ça va pas. Pourquoi la santé de ma petite soeur, y compris son école, son éducation, pareil pour son frère, ont commencé à se dégrader. Ça a commencé à se dégrader parce que leur frère, leur demi-frère, était un petit sorcier, comme je disais. C'était un petit sorcier, un petit vampireux. Donc les problèmes, comme je disais, les problèmes scolaires ont commencé à s'installer dans leur vie. Lorsque le fils de mon beau-père est rentré dans leur vie, en tout cas, rentré dans la maison de son père. C'est depuis ce jour-là, je peux dire, après nos vacances, lorsqu'on a commencé l'année scolaire, peut-être quelques temps après, même pas quelques temps après, parce que lorsqu'on prenait maintenant les bulletins du premier trimestre et tout ça, c'est là où on a commencé à voir que ça s'est dégradé. Qui est à l'origine de ça? C'était leur frère. Qu'est-ce que le bon type lui faisait? La nuit, là, il sort en vampire. Et quand il sort en vampire, là, c'est lui qui explique. Ça c'est lui qui nous a expliqué lorsqu'on a fini par le découvrir. Le bon type, il sort en vampire. Donc, quand il sort en vampire, là, il sort par la tête. Il rentre par les prix. Il sort par la tête. La première personne avec qui il sort, c'est sa sœur. Donc, il sort avec sa sœur. Il suce le sang de sa sœur. Il se balade avec sa sœur dans tout le quartier. Dans tout le quartier, avec l'esprit de sa sœur. Il suce le sang de l'enfant. Il suce. Quand il voit que c'est terminé, là, il vient, il balance l'enfant sur le lit. C'est pourquoi on transfusait l'enfant, ma petite soeur, à chaque fois. C'est lui qui terminait le sang de la petite soeur. Il a vu que là-bas, il n'y a plus rien. Il soulève son frère. Il y avait un quartier où il se retrouvait avec sa confrérie et tout ça, machin. Les petits jeunes de son âge, il n'y avait pas quelqu'un qui dépassait. Jusque lui, lorsqu'il sortait en vampire, c'était un gaillard costaud. Il disait il avait 30 ans. Je ne peux pas oublier parce que c'est comme si c'était hier pour moi. Alors que ça fait des années. Ça fait des années. Il soulève son frère. De nature, mon petit frère là, mon demi-frère là, lui de nature, il aime dormir. Il dort beaucoup. Donc, un soir, il soulève l'esprit de son frère, il l'emmène dans la confrérie et tout. Il dépose le corps. Réveille-toi, ils font les incantations. Réveille-toi, rien, le petit dort. Comme quoi, il dort. Il ne sait même pas qu'on a soulevé son âme, rien. Il dort. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à taper l'enfant comme si c'était la guerre pour que le petit se réveille. Malheureusement, le petit ne s'est pas réveillé. Ils ont grondé le fils de mon beau-père aîné. Tu nous as emmené qui ici? Quelqu'un qui dort. On n'a pas besoin des personnes qui dorment. Il faut ramener. On n'a pas besoin de ça. Donc, il prend les pieds. Il met là à l'épaule. Il était costaud, bien fort. Il ramène l'esprit, il dépose. Donc, c'est ce qu'il faisait
avec ma petite soeur. Le sang, il suçait. L'intelligence, il prend, il met sur lui. Il prend l'intelligence de son frère, il prend, il met sur lui. Pour qu'à l'école, il a des bonnes moyennes. Il sort premier, troisième. Il bouffait l'intelligence de ses frères. BMG. Sans problème. Je vous assure que cet enfant-là nous a berné peut-être pendant 5 ans. On a vécu avec quelqu'un. J'ai dormi avec quelqu'un. Parce qu'au début, on dormait ensemble sur le même jusqu'à ce qu'on déménage et ma mère me prenne une chambre parce que j'étais déjà assez grande. J'ai dormi avec un sorcier, un vampire qui... Non. Donc, on était là, on ne se doutait toujours pas que celui qui était à l'origine des échecs de mes frères à l'école, comment dire, du dégradement des études ou à défaut de la santé et tout ça. On ne se doutait même pas. Donc, ma mère, un jour, elle dit, bon, voilà, on va déménager, on va prendre une plus grande maison. Il y a votre grand-mère, côté maternel, qui viendra se reposer ici parce qu'elle est fatiguée d'aller au champ. Oh, mamie, on est toutes contentes. Tous contents et tout. Que mamie va arriver, c'est bien et tout. Mais pour dire que ma grand-mère, là, je vous assure que la prière, là, si elle pouvait manger ça, en fait, elle te mange la prière, t'as pas idée. Si tu es quelqu'un de mauvaise foi, tu as tes démons et que tu décides d'aller dans la maison de cette dame-là, passer les vacances, tu as 1 mois de vacances, sache que tu ne vas même pas attendre les 1 mois là. Si tu as les démons en toi, si tu sais que tu fais souvent des mauvaises choses, sortir en vampire et tout ça. Et c'est ce qui se passait dans sa maison. Elle gardait les frères, les enfants, les neveux et nièces de son mari, qui ont fini par fuir parce que la femme, là, le feu, vous ne pouvez pas. 3 heures du matin, quand elle t'allume ça là, jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures, de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures, feu! Tu ne peux pas, donc tu es de mauvaise foi, tu ne peux pas supporter. Et c'est ce qui se passait. Oh, mamie va venir et tout ça, machin et tout. On était là et tout. On a déménagé, finalement. On allait dans un autre quartier. Ma grand-mère est arrivée. Elle est arrivée. Et au début, c'est pas qu'elle priait, mais c'était pas fort. Vous voyez un peu. Le type, il n'a pas cessé, hein. Bon, parce qu'il pensait que la dame qui est arrivée là, franchement, il n'y a rien. Je vais toujours sortir en vampire parce que je vis avec les bêtas, comme nous, on nous voit comme des bêtas. Je vais toujours continuer à sortir en vampire pour moi, quoi, et tout. C'est une personne comme toute autre, il n'y a rien. Il ne savait pas qui vraiment devait être dans cette maison-là, quel genre de femme devait arriver, en fait. Donc, il sortait toujours en vampire pour lui. Un soir, il disait, vous savez, vous voyez les bébés, les nouveau-nés là, les enfants qui pleurent beaucoup. Parce que chez nous, lorsqu'un enfant naît la journée, la nuit ne dort pas. C'est la journée qu'il est né qu'il dort. Donc, mon petit frère, parce que ma mère était enceinte, comme je disais, elle a fait 3 enfants avec mon beau-père. Donc, finalement, elle a accouché. Mon petit frère, le dernier, il avait peut-être 2 mois, 3 mois. Notre chambre était collée avec celle de notre mère. Donc, c'était juste un mur qui nous séparait. Le type décide de sortir en vampire. Il sort. Et l'enfant, la nuit, pleurait. Oh. Il dit que quand l'enfant pleurait, là, l'enfant lui parlait, mais José, tu vas où? Les autres dorment, tu vas où? Il faut retourner. Retourne. Rien, il n'écoutait pas. Il sort. Toujours avec ses amis. Ils se baladaient, ils boivent le sang des gens qu'ils ont eu à tuer et tout, machin. Il revient tranquille à Noguet, tranquille. Et ma maman a dit, bon, trop c'est trop, je me suis déjà assez reposée. Allez, feu. Je commence mes prières. Prier. Un jour, le petit se réveille là-bas. L'œil gauche, enflé, je t'assure, DMG. Enflé, comme si ça voulait me sortir des orbites. L'autre œil là-bas, devenu petit, c'est rentré. J'ai dit, comme si on l'avait damé des coups. Il se réveille là, fatigué. Mais avant ça, tout le monde s'est réveillé. Parce que si je te dis que l'enfant était matinal à un point, tout le monde s'est réveillé, mais le petit ne fait que dormir. On allait toucher, mais José, c'est comment? Quand il se réveille, là, il nous montre le visage. C'est comme je vous ai expliqué là. Pour s'asseoir, c'est compliqué. On met le petit assis, il retombe sur le côté. On met comme ça, il retombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Tu as quel problème? Oh, je vais avouer. Tu vas avouer quand? Oh, je vais avouer, mémé, mamie, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je dois avouer, sinon je vais mourir. Wow, il y a quel problème? On fait sortir l'enfant de la chambre, même au salon, que avoue-nous.
Parle, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à ouvrir la bouche. Oh, je suis à l'origine de la BTT de mes frères. Je suis à l'origine de la situation le cas maladie de ma petite soeur qui se dégrade à chaque fois. Je suis à l'origine de tout ça. Ah. Ma mère est restée là. On est resté là, scotché. On ne parlait même plus. Mais qu'est-ce que l'enfant la raconte? Je vais mourir, mamie, aidez-moi. Ma grand-mère, oh, elle va me tuer. Oh. Elle arrive. Oh. Wow, ta grand-mère, elle va te tuer. Quoi? C'est là où il a commencé à raconter. C'est comme je vous ai dit au début. Comment il suçait le sang de sa sœur. Comment il prenait l'intelligence de son frère et de sa sœur. Ce qu'il faisait pendant la nuit. Même le jour où il est venu me cogner là. Il dit, le jour où je suis venu te cogner, Yaya. C'est pas que mes frères étaient dans la chambre. Mais quand je regarde sur le lit, ce sont les gros cailloux que je vois sur le lit. Ce sont des gros cailloux. Donc, ils ne pouvaient pas toucher les enfants. Il y a des moments où ils sont là. Il y a des moments où ils ne sont pas là. Donc, le soir même là, ils étaient là. Ils n'étaient pas là. C'est pourquoi il est venu me cogner. Pour me faire... venir me cogner, pour me dire... Il a dit même lui-même, il ne savait même pas pourquoi il m'a cogné. Il est venu me dire que je suis seule dans la chambre. Il dit, je vais te dire que oui, je suis seule dans la chambre. Il dit oui, mes frères n'étaient pas là. Et moi, j'ai plus peur. Ça m'a fait peur. J'ai dit, mais tu as quel problème? Avoue tout. Il a commencé à raconter ce qu'il a eu à faire. On a dit, tu as eu le vampire là où, oh, c'est ma grand-mère. Quand j'étais petit, elle m'a frotté les feuilles à moi et à ma petite sœur. Donc, on a dit que c'est ta grand-mère qui est à l'origine de ton vampire. Oh oui, ici, elle quitte si loin de la ville où elle est. On vient, parfois on se balade dans nos quartiers, ou parfois quand elle n'est pas là, je vais à la confrérie avec les autres que j'ai croisés ou dans l'école où il apprenait. Donc, ce n'est même pas les autres qui l'ont transmis le vampire, c'est sa grand-mère. Donc, il a trouvé juste des amis vampireux comme lui à l'école. Où, type, on se retrouve à telle heure ici. Ils allaient dans des maisons des gens, ils buvaient le sang dans les calébasses. Pourquoi ce n'est pas les calébasses, c'était le coco, vous voyez les trucs de coco là, cassés là. C'était des gens là qui buvaient ça. Il prend un peu le sang de ma petite soeur, il l'emmène là-bas, eux ils boivent. C'est pourquoi ils tombaient malades, c'est pourquoi ils sont bêtes à l'école, parce que je prends leur intelligence. Je ne veux pas qu'ils puissent réussir. C'est ma grand-mère, avant de venir ici, elle m'a donné le conseil de détruire mes frères. Maintenant, ma grand-mère lui pose la question, mais pourquoi tu n'as pas voulu détruire ta grande sœur Yaya qui est là debout? Parce que lui, on n'a pas de lien familial. Il dit non, si je n'ai pas touché Yaya, c'est parce que c'est pas là l'enfant de mon père. On m'a demandé juste de déstabiliser, de détruire les enfants de mon père. On est resté là, wow, on veut me taper. On me raconte tout. Oh, aidez-moi là où je suis en train d'avouer là. Ils vont venir me chercher. Ma grand-mère va venir me chercher. Je suis foutue. Emmenez-moi à l'église. On a amené l'enfant à l'église. Avant, on a amené l'enfant à l'église. Chez un prêtre d'abord. Le prêtre a dit, emmenez-moi un t-shirt avec lequel il va dormir. Il va jouer toute la journée. Je vais faire le travail. Ma mère a emmené ça chez le prêtre en question. Il dit, il a dormi avec ça. Sa grand-mère a atterri là-bas. Que si vous essayez, vous allez voir ce que je vais vous faire. Et il a pris peur. Le lendemain, ma mère est retournée. Mais comment ça se fait? Vous avez fait comment et tout, machin. Or, je n'ai pas pu. Son pouvoir est trop fort. La personne qui peut guérir sa maladie là, c'est sa grand-mère. Et lui-même, il faut qu'il accepte parce qu'au fond de lui, il n'a pas encore accepté sortir de là. Ma mère était là, non, choquée. Elle est retournée à la maison, elle a dit, type. Parce qu'il n'était pas toujours guéri, donc il était là à la maison. Ma mère a dit, on n'a pas encore trouvé ta situation. Parce qu'il disait aussi que lui, lorsqu'il sort en vampire, il sort par la tête, il rentre par les pieds. Je disais, il sort par la tête, il rentre. Ma mère disait que si tu sors là, en vampire le soir, là, on n'a pas encore trouvé ta solution là. Sache que tu resteras là-bas. Parce qu'il a dit, lorsqu'il sort en vampire, s'il sort en vampire, il est droit ou il est sur le ventre. Si vous venez le retourner ou toucher même le doigt ou l'orteil, s'il ne retrouve pas son corps dans l'état qu'il a eu à le laisser, il ne pourra plus rentrer. Ma mère a dit, là où tu as avoué tes points faibles là, que lorsqu'on va toucher comme je te bouge la nuit là. Donc, le petit ne sortait plus en vampire pendant un bon moment, peut-être pendant un mois, parce qu'on cherchait les solutions. On partait là-bas à gauche, à droite, les gens disaient qu'ils ne pouvaient pas. Donc, sa grand-mère là, apparaissait maintenant la journée, la nuit. Il dit, il y a un jour où on était à la terrasse, tous en famille et tout. Il nous a peut-être dit ça après. Il dit, non, ma grand-mère est venue en journée, venir me chercher. J'ai seulement attrapé
le bois du séchoir pour vouloir partir. Mais après, j'ai pensé à la parole que ma maman m'a dit que si je sors, elle va me bouger. Elle va me bouger et je ne vais plus revenir. Donc, le petit est resté là. On ne sait pas s'il sortait toujours en vampire ou il ne sortait pas, mais on cherchait des solutions pour ça. On appelait mon beau-père répétait les câbles que pardon. Ça, c'est un enfant à renvoyer. Trouvez-moi le billet, vous le mettez dans l'avion ou dans quoi, il doit retourner immédiatement. Ma mère a dit non, il faut au moins qu'on soigne. Parce que je vous assure que non. Il y a des belles mères là, franchement. Hein. Tu as déjà appris des choses. Elle te fait. Non, mais ma mère, franchement, elle aimait ce petit-là. Elle a fait en sorte que. Elle voulait vraiment que ce dernier puisse guérir. Parce qu'on était bien avec lui. Donc, ma mère disait non, mais je vais essayer, franchement, de chercher encore un autre pasteur qui peut aider. On est allé chez les protestants. Il partait maintenant à l'église chaque jour avec ma grand-mère pour essayer le pasteur aussi a dit la même chose là-bas, qu'au fond de lui, là, il ne veut pas que son vampire puisse quitter. Il faut le laisser. Il n'y a que sa grand-mère qui peut. On a payé, je vous assure. On a payé son billet d'avion. On a balancé là-bas. Il est parti. Même ma mère était tellement énervée aussi après. La CNAM, ce qu'elle avait eu à faire, elle a tout récupéré. L'enfant est parti. Je vous assure que miel est. Pareil, sa mère a pété les câbles. Non, parce qu'on a appelé sa mère après. Non, mon fils n'est pas. On a dit, ok, gérez avec ça là-bas. Gérez-vous avec ça là-bas. Il est arrivé là-bas. Mais je vous assure que le désordre qu'il a eu à faire là-bas, chez sa propre mère, le petit a commencé à faire la prison à peut-être 16 ans. Faire la prison, je vous assure que j'ai revu ce dernier-là. Quand je suis allée en vacances chez ma grand-mère et tout, sur l'année 2023, méconnaissable, je vous assure, méconnaissable, grand bangando de la ville même. Il poignarde des gens, il est dans les bagarres, il fume, le chanvre, tout. Donc, il n'a pas été, je ne sais pas franchement comment ça s'est passé pour lui là-bas, mais il était moqué, méconnaissable, dormi partout dehors, teinture rouge, devenu vilain, quelqu'un qui était clair. Il dit que tout ça, c'est la punition de Dieu. Donc, mes frères qui étaient devenus trop bêtes, je vous assure qu'aujourd'hui, Dieu merci. Ma petite soeur qui était trop maigre, je vous assure qu'aujourd'hui, elle a récupéré son corps. L'école, ça va. On est tellement fiers de leur note à l'école. En tout cas, ça va. Depuis que ce dernier est sorti de nos vies, on est bien. L'école des enfants, ça va. Ils sont entre les 3 premiers et tout ça. Donc, c'est lui, il avait un objectif de venir pour détruire ses frères. Ça n'a pas marché. Donc, c'est un peu ça, franchement. Hein. Méfions-nous, je vous assure, méfions-nous des gens. Parce que, je ne sais même pas, si ma grand-mère n'arrivait pas, ou je ne sais pas, on devait toujours vivre avec ce dernier. Et je vous assure que mettons-nous dans la prière. La prière révèle tout. Ou on te montre dans le rêve, ou la personne même vient se confesser. Parce que c'est lui-même qui s'était confessé que oh, je veux parler trop, c'est trop, mamie, tu pries beaucoup, je suis fatiguée, je vais me confesser. Je vous assure que la prière aide beaucoup. Donc, mettons-nous dans la prière sincèrement. Sincèrement, parce que le dehors, là, les gens sont mauvais. Vraiment, vraiment mauvais. Donc, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir toute la communauté DMG. Je vais encore ce soir raconter 2 autres histoires, mais elles sont un peu similaires. Donc la première histoire, c'est l'histoire de mon ex, du père de mon ex. Donc le père de mon ex était encore habillé. Il était militaire. Il avait un grade très élevé. Le monsieur, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Il avait des parcelles un peu partout au Congo, en Angola, en Afrique du Sud. Donc, et il avait des voitures, au moins 5 voitures comme ça, sans compter les transports en commun. Donc, le monsieur est malade et il décède. Quand il décède, la veillée se fait. Et pendant la veillée, apparemment, le monsieur, avant de mourir, il avait laissé un testament. Il avait laissé un testament. Et pendant la veillée, quand la veillée s'est faite, à la réunion familiale, le notaire est arrivé. Donc, quand le notaire arrive, le notaire fait comprendre à la famille et à la belle-mère que non, apparemment, le monsieur avait laissé un testament. Parce que même elle ne savait pas que son mari avait laissé un testament. Donc, le monsieur lit le testament et apparemment, le monsieur, il avait divisé les biens. Il y avait les biens pour sa famille paternelle et il y avait les biens pour sa famille maternelle.
Et on avait pour sa femme et ses enfants. Ils avaient trois enfants. Donc, l'aîné qui était l'aîné qui était mon petit ami à l'époque et ses frères, son petit frère et sa petite sœur. Donc, on était là. Le notaire divise les biens et il part. Par contre, ma belle-mère, elle a trouvé que non, il y avait certaines propriétés où elle ne connaissait pas et elle ne pouvait pas aller là-bas. Donc, elle s'assoit encore avec la famille et elle dit que non, il y a certaines propriétés qu'on nous a données à mes fils et moi, mais je ne pense pas qu'on aura besoin de ça. Si vous pouvez seulement prendre ça. Donc, ma belle-mère, elle était restée dans la parcelle où ils vivaient. Donc, le seul bien qu'elle avait accepté de prendre, c'était la parcelle là où elle vivait avec son mari et ses enfants et un bus. Un bus, je ne sais pas dans d'autres pays comment on appelle ça, mais un bus et une voiture personnelle. Le bus, lui, il travaillait. Donc, c'est le seul bien qu'elle avait décidé de garder. Le reste, elle avait donné à la famille du monsieur. Donc, les mois passent et il y a ma belle-sœur, elle avait quasiment mon âge. Elle était plus âgée que moi de 2 ans, on était même amis. Elle voit ses règles comme toutes les femmes chaque fin du mois. Le seul, c'est qu'elle voit ses règles 1 semaine, 2 semaines. C'est là qu'elle m'explique. Vu que je faisais un peu des études concernant la santé, donc elle m'explique un peu. Moi, je lui dis que non, tu dois aller consulter. Parce que moi, je faisais seulement des études. Je n'étais pas médecin ou infirmière. J'ai dit non, tu devrais aller consulter et parler à ta mère. Donc, elle a eu peur. Elle a cru peut-être qu'elle était enceinte et tout. Donc, elle a attendu 1 mois. Pendant 1 mois, elle s'était toujours, c'est là qu'elle dit à sa mère. Sa mère décide de la ramener à l'hôpital. On fait des examens et tout. On ne trouve rien, mais on décide quand même de la garder sous perfusion. Donc, mon beau-frère, le petit frère de mon petit ami, lui, il dort, il se réveille, il devient muet. Quelqu'un qui parlait très bien, il se réveille, il devient muet. Maintenant, vu que ma belle-mère, c'était pas une femme de prière, elle ne croyait pas aussi trop au mystique, elle décide de ramener aussi le fils à l'hôpital aussi. Donc, elle ramène son autre fils à l'hôpital. À l'hôpital aussi, on ne trouve rien. Donc, elle était là avec la fille qui voyait toujours ses monstrues. Ça faisait déjà plus d'1 mois et demi. Elle était devenue toute pâle. Et le garçon qui était devenu muet, c'est là que sa voisine lui dit, une dame, lui dit, ah, toi, tes enfants sont en train de subir, mais toi, tu ne réagis pas. Donc, si tu ne gères pas le problème là spirituellement, tu risques de les perdre. Donc, moi, je te conseille qu'on aille dans un village, le village de la dame, quoi, et tout, pour aller voir ça spirituellement si c'est normal. Donc, la dame sort la fille qui est à l'hôpital, parce qu'elle était à l'hôpital, le garçon, il n'était pas à l'hôpital, sort la fille qui est à l'hôpital et elle prend le garçon qui était devenu muet, elle part avec la voisine dans son village pour les traiter. Ils arrivent là-bas, le tradipraticien fait comprendre à ma belle-mère que non, c'est apparemment la famille du monsieur qui fait ça. Eux, ils ne sont pas d'accord. Eux, apparemment, ils voulaient tous les biens. Ils voulaient tous les biens du monsieur. Donc, l'affaire où c'est elle qui doit garder la maison, là où elle vit avec son enfant, avec son mari, ça ne les plaît pas. Eux, ils voulaient tous les biens du monsieur. Donc, voilà pourquoi ils ont envoyé la maladie aux enfants. Donc, on décide de traiter les enfants et le tradipraticien dit à ma belle-mère, ah, moi, je dois voir que non, ton fils veut venir te rejoindre ici. Tu as un fils qui est resté en ville, il veut venir te rejoindre ici, mais appelle-le, tu le dis de ne pas venir. Mais s'il vient, il va faire un accident et c'est lui qui sera le premier à mourir. Donc, ma belle-mère, elle appelle son fils que non, le tradipraticien ici, il a dit ceci, il a dit cela. Mais vu que mon petit ami, lui, n'était pas vraiment spirituel aussi, lui, il ne croyait pas à ça. Lui, il voulait à tout prix partir là-bas. Moi, je l'ai même dit, j'ai dit, mais toi, tu es du Nord. Si tu me dis que non, tu veux aller au Nord, je vais comprendre. Mais tu veux aller au Sud, c'est même pas ton village, tu n'es jamais allé là-bas. Ta mère est partie seulement traiter tes frères, mais toi, tu veux aussi aller. Pourquoi non? Il a un mauvais pressentiment. Lui, il veut aller là-bas sur place. Je le convainc, le monsieur, il ne veut pas, lui, il veut seulement partir. Je dis, ok, moi maintenant, je fais appel à ma grand-mère. Je l'explique. Et ma grand-mère me demande de venir avec lui. Donc, il part, je le ramène là-bas. Ma grand-mère discute avec lui, mais lui, en tout cas, il dit niette. Lui doit aller rejoindre sa mère et ses frères. Il dit que non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un cœur qui me dit que je dois descendre là-bas. Ma grand-mère dit, ok, c'est bon. Vu que tu ne crois pas aussi au mystique, moi, je vais juste te faire un bain.
je vais te faire un bain, après toi-même tu verras. Donc on lui fait faire un bain et on rentre. Donc on rentre, il fait le bain, genre il a fait le premier bain là-bas chez ma grand-mère et il a fait 2 bains à la maison. Le troisième jour, il fait un songe où il fait un accident. Et il se réveille en sursaut. Il me dit que non, j'ai fait un songe où tu pleurais. Il m'explique. Donc, c'est ce songe-là qui l'a dissuadé de plus partir. Donc, il n'est plus parti. Par contre, on a fini de traiter ses frères là-bas au village. Et quand il est rentré, quand sa mère et ses frères rentraient, ils ont fait un accident, mais heureusement, personne n'est décédé. En tout cas, ils ne sont pas décédés. Ils sont arrivés dans la ville et tout. Il y a le garçon qui pouvait de très bien parler. Bon, il bégayait un peu, sans qu'il avait un peu du mal. C'est comme si on l'apprenait encore à parler. Donc, il avait un peu du mal à parler. Il y a la fille aussi qui allait mieux, mais elle était toute pâle. Donc, il y a le tas de personnes qui a dit que non. Ce qu'on a fait, on les a traités, c'est bon, mais eux, ils ne vont pas laisser l'affaire tant que non, ils ne recoupent pas tous les biens. Donc, moi, je vous conseille de laisser tout à la famille. Donc, heureusement pour ma belle-mère, c'est quelqu'un, son mari était vivant, elle avait payé une parcelle en cachette. Elle avait payé une parcelle en cachette et il y avait les locataires dans cette parcelle-là. Donc, elle décide de faire sortir un locataire dans sa parcelle. Même son mari ne connaissait pas l'existence de la parcelle. Elle décide de faire sortir un locataire et elle va rentrer là-bas avec ses enfants. Ensuite, elle appelle la famille du monsieur que non, on va effectuer un voyage. Vous pouvez venir récupérer la voiture, le bus et la parcelle. Et ils ne se sont même pas gênés. Hein. Ils ne sont même pas gênés. Ils sont venus gaillardement récupérer ça. Ils n'ont même pas demandé, mais vous allez où? Non. Gaillardement, ils sont venus récupérer. Ils sont partis. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, actuellement, mon ex, on n'est plus ensemble. Il est hors du pays, il est en Europe. Il y a ses soeurs qui sont là. Bon, sa soeur et son frère qui sont là. Et il y a sa mère qui est toujours là, qui se bat pour eux. Donc voilà ma première histoire. Excusez-moi pour la longueur, je ne savais pas par où raccourcir en fait. Merci encore et bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. DMG, bonjour, télévision mystique. Moi, c'est Marie-Rose. Moi aussi, je suis originaire du Cameroun. Bon, je vous laisse aussi mon témoignage. Voilà, il s'agit d'une histoire mystique, hein, comme nous sommes sur la télévision mystique. C'est le moment de laisser cette petite histoire aussi. Voilà, je suis partie du Cameroun en 87 pour direction la France. Voilà, donc je vis en France depuis 1987. Alors, vraiment, il m'est arrivé quelque chose de très étrange où j'ai dû être soignée par les prêtres. Je suis passée par tous les prêtres, les évêques. Je suis passée partout parce que mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire ce qui m'est arrivé, vraiment. Donc, 2 semaines après mon arrivée en France, j'ai commencé des rêves. Mes grands-parents que j'avais perdus, je ne les avais même pas connus, ont commencé à venir dans mes rêves me réclamer un enfant. Et me disait, donne-nous l'enfant là que tu as pris, donne-nous l'enfant là, tout le temps. Première fois, je n'ai pas prêté attention. Deuxième fois, donne-nous l'enfant que tu as. Toujours le même message, je ne comprenais pas. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas l'enfant, je n'avais rien. J'étais arrivée, c'est mon fiancé à l'époque, mon mari aujourd'hui, qui m'avait fait venir. Donc, je ne comprenais pas de quel enfant il s'agissait parce que lui, il n'avait pas d'enfant, moi non plus. Je suis arrivée, j'étais toute jeune. Donc, je ne comprenais pas. Le sens de ces rêves-là, je ne comprenais pas. Je suis allée voir, à l'époque, je suis allée voir un prêtre. Le
prêtre Claude Messier. Je lui ai expliqué le père Messier. J'ai dit vraiment, mon père, je ne comprends pas. J'ai un message qui est assez récurrent. Mes grands-parents tout le temps viennent me demander, donne l'enfant que tu as pris, donne l'enfant que tu as pris. Je ne comprends rien. Il me dit, est-ce que côté mystique, tu es clair? J'ai dit, mon père, vraiment, je suis clair parce que je n'ai jamais eu à pratiquer de la sorcellerie. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Bon, il m'a dit, bah, il ne comprenait pas. On a vu les prêtres exorcistes et tout. Bon, ça s'est calmé un peu. Un jour, c'était en plein après-midi, j'ai eu une fatigue qui ne disait pas son nom. Je suis allée me coucher. J'avais fini de faire des travaux à la maison, nettoyer, faire le ménage. Et puis, je me suis sentie très fatiguée. Donc, avant d'aller dormir, je suis allée prendre un bain. Après le bain, je me suis dit, je vais dormir. Et j'avais fermé les portes. Il devait être 17h30. Et on était en plein hiver. Mon mari était en déplacement. Bon, je me suis dit, comme je suis fatiguée, je vais dormir une bonne fois pour toutes. Et puis, le lendemain, je serai au top. Je vais m'endormir. Alors, dans le rêve, pour moi, c'était un rêve qui a duré pratiquement toute une nuit. Je ne vous dis pas. Dans le rêve, je vois deux femmes qui viennent vers moi, J'ai passé la nuit à me battre. Me battre, je peux vous dire, j'étais rouée de coups. On m'a tapé sérieusement, au point où je criais au secours, au secours, au secours. Je vous dis, je suis même sortie du rêve. C'était devenu la réalité, vraiment la réalité dans ma chambre. Tout ce qui était dans ma chambre était par terre. J'ai jeté des choses par terre. Je me battais comme une lionne. Au point où, à un moment donné, je ne sais plus à quel moment où parce que je sais que j'étais déjà debout. Je me suis levée du lit, je me battais. Et à un moment donné, j'ai reçu une pierre, une grosse pierre en plein visage. De là, s'est surgi le sang. J'avais le sang partout et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, quand je me réveille, je peux vous dire, je me suis réveillée dans un bain de sang. Tout mon lit était ensanglanté, j'avais perdu les dents, j'étais dans un état méconnaissable. On a appelé, j'ai commencé à trembler, j'ai pris le téléphone, à l'époque, on avait les téléphones qu'on a à la maison là. J'ai saisi le téléphone, j'ai appelé l'ambulance parce que vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables. Il fallait peut-être attendre le soir quand le mari allait téléphoner de là où il est pour téléphoner et tout. Donc, je n'avais pas la possibilité de joindre mon mari tout de suite. C'est comme ça que j'ai appelé le 15 pour qu'on vienne me chercher, les pompiers, les sapeurs-pompiers. Autant pour moi, je crois que c'était le 17 à l'époque. Ils sont venus. On me demande, madame, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, j'ai fait un rêve. Et puis, les pompiers, en France, les pompiers disent, vous avez fait un rêve, ce n'est pas possible. Quelqu'un est entré dans la maison, on vous a tapé, vous avez le visage complètement déformé. On vous dirait que vous avez reçu un coup et un coup d'une arme, c'est-à-dire parce que j'avais complètement le visage côté droit complètement broyé au point où on m'a fait une chirurgie faciale. C'était terrible, terrible. Bref, on a essayé de joindre mon mari. Mon mari est venu. Après qu'il est rentré, il est venu me voir à l'hôpital. Je suis restée 2 mois et demi à l'hôpital. 2 mois et demi. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai appelé mes parents au Cameroun et tout. On a essayé d'aller voir parce qu'on ne comprenait pas. J'étais pourchassée mystiquement. Le prêtre exorciste est venu. Quand le prêtre exorciste est arrivé, après que je sois sortie de l'hôpital, il est venu chez moi. Il a dormi à la maison. La première nuit, il ne s'est rien passé. Deuxième nuit, ça recommence. Donc, quand ça a recommencé comme ça, mon mari était à côté. On lui avait donné une bassine d'eau sous le lit en disant que si jamais je fais des mouvements et tout, là, la bassine d'eau va faire en sorte que mon mari va se réveiller et il va alerter le prêtre. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a alerté le prêtre.
Quand le prêtre est arrivé, il a commencé à faire avec les bougies, les versets. Figurez-vous que c'est ma propre maman, ma propre mère qui a apparu dans la chambre. Qui a apparu dans la chambre alors qu'on la connaissait au Cameroun. On la connaissait au Cameroun, on savait qu'elle était au Cameroun. On voit ma mère qui apparaît dans la chambre, qui dit pourquoi elle est venue en France et laissait sa sœur Carita. Ma sœur Carita n'avait que 5 ans. C'est pour ça qu'on venait me dire, voilà, donne-nous l'enfant. Il fallait que ce soit Carita qui vienne en France et pas moi. Mais Carita, quand j'ai rencontré mon mari, je suis venue en France à l'âge de 19 ans. Mon mari m'avait dotée et épousée. J'avais 19 ans. Carita, la dernière petite fille de ma mère, qu'elle n'a même pas eu avec mon père, qu'elle a eu avec quelqu'un d'autre après, parce qu'ils se sont séparés, n'avait que 5 ans. Donc, il s'agissait d'elle. On me disait qu'il fallait qu'elle soit à ma place et pas moi. À partir de ce moment-là, le prêtre a fait tout et pour tout. On lui a dit si il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le lendemain matin, quand je me réveille, le téléphone sonne. On m'annonce que ma mère est décédée au Cameroun. Donc, voilà mon histoire. Moralité, vraiment, moralité, je ne sais pas quelle moralité vous donner de cette histoire, mais pour vous dire que il faut rester en prière parce que la sorcellerie, la vraie sorcellerie, ça existe. Merci de m'avoir écouté. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.